À la veille de la Première Guerre mondiale, l'art populaire de la civilisation paysanne bretonne est à son apogée et joue un rôle important à chaque moment du quotidien. Mais un nouveau modèle de société commence à imposer ses valeurs aux populations rurales. La modernisation de l'agriculture transforme peu à peu les travaux de la ferme. Les occasions de fête se font plus rares. Progressivement, l'exode rural et l'école fragilisent et dévalorisent les modes d'expression traditionnels. La langue, bien sûr, mais aussi le chant breton, la musique, le costume et l'ensemble des coutumes paysannes. Le tourisme, qui se développe sur le littoral, accélère lui aussi la mutation en cours. Mais c'est la guerre 14, où plus de 100 000 Bretons laissent leur vie, qui va marquer une véritable rupture dans le mode de vie paysan. Elle est un moment charnière dans le déclin de cette société rurale, et naturellement de sa musique. Quand on parle de musique, on ne peut pas séparer la musique du reste de la société. Donc quand la musique traditionnelle s'en va, le reste s'en va aussi. Les folkloristes s'en rendent compte. Loïs Herrieux, par exemple, qui est un grand folkloriste vantais, écrit en 1914 qu'il ne faut pas laisser partir le biniou, parce qu'après le biniou, le costume s'en ira, après le costume, ce sera la langue, et les Bretons deviendront français. Et il termine en disant « Plaise à Dieu que ça n'arrive jamais ». Et mon père vend des petits beignets assis sous la douzaine. Et mon père vend des petits beignets assis sous la douzaine. Et ça rapporte des gros sous. Et mon père vend des petits beignets. Et ça rapporte des gros sous. Et mon père vend des petits beignets. Et il vend des chapeaux ronds assis sous la douzaine. Et il vend des chapeaux ronds assis sous la douzaine. Et ça rapporte du pognon. Et mon père vend des chapeaux ronds. Et ça rapporte du pognon. Et mon père vend des chapeaux ronds. Et puis des 10 de botrel assis sous la douzaine. Et puis des 10 de botrel assis sous la douzaine. Et enroulé d'une crêpe dentelle, il vend des 10 de botrel. Enroulé d'une crêpe dentelle, il vend des 10 de botrel. Il vend tout ça aux touristes assis sous la douzaine. Il vend tout ça aux touristes assis sous la douzaine. Et comme ils n'ont pas le choix, ben ils achètent n'importe quoi. Et comme ils n'ont pas le choix, ils achètent n'importe quoi. I got the blues. Au sortir de la guerre de 14, un grand nombre de sonneurs sont morts. Une portion de la population jeune est partie. Donc, au retour au pays, déjà des musiciens ont disparu. Mais non seulement des musiciens ont disparu, mais les musiciens survivants ont côtoyé d'autres personnes, d'autres régions de France, ont côtoyé d'autres cultures, et au retour au pays, en fait, ont parfois envie de s'émanciper de leur culture d'origine. Les nouveaux instruments qui apparaissaient étaient essentiellement l'accordéon et les instruments du jazz band. Ça s'appelle de noms exotico-américains, je sais pas moi, Pimpolic Jazz, Novelties Jazz. Et c'est très influencé par le prestige de ce qu'on imagine l'Amérique à travers les quelques soldats américains rencontrés pendant la guerre 14. Je me souviens, étant jeune et commençant à sonner, on disait ceci et qui m'avait frappé. Bon, les bignous, arrêtez maintenant, place à la musique. Et la musique, c'était un accordéon et un saxophoniste, mais affreux, qui jouaient certainement moins bien que nous ne sonnions du biniou et de la bombarde. Mais ça, c'était la musique. Parce que la musique traditionnelle, c'était pas la musique. Ça faisait partie des meubles. La musique, c'est ce qui venait d'ailleurs. Je sais que quelquefois, on faisait une danse bretonne quand même dans un bal. Des chanteurs de corna discount pouvaient se mettre à chanter au milieu d'un bal, à côté du foxtrot et puis de la valse ou du tango, par exemple. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas chanter en breton, mais on aime mieux chanter les chansons nouvelles. Donc les uns passent par-dessus les autres. L'enseignement et l'école ont certainement été un des facteurs essentiels du déclin de la chanson par justement l'interdiction de la langue. Moi, j'étais assez puni comme ça parce qu'on avait des verbes. À faire, je parlerai plus breton, tu ne parleras plus breton, alors ça finissait pas.
mais quand même la vieille grand-mère ou le vieux grand-père qui, au mariage, devait quand même chanter pour sa petite fille ou son petit-fils qui se mariait ce jour-là, ne pouvait chanter qu'en breton s'il savait que le breton. L'arrivée de la radio, l'arrivée des disques ont contribué à faire que la matière bretonne a périclité à partir de ce moment-là beaucoup plus rapidement. Tout était à mettre dans le même sac, tout ce qui était breton, tout ce qui avait une dimension populaire et paysanne était par définition à rejeter. Entre les deux guerres, il n'y avait plus en Bretagne qu'une centaine de sonneurs, de moins en moins demandés, ou quand ils étaient demandés, c'était pour se produire devant les touristes. Parallèlement au déclin de cette culture populaire, un nouveau courant va tenter dès la fin du XIXe siècle de maintenir les traditions mais en les faisant vivre en dehors du peuple qui les perpétuait. Dans les villes, les notables invitent les sonneurs à participer aux concours et aux grandes fêtes populaires qu'ils organisent. Désormais, les joueurs de biniou et de bombarde font partie du spectacle et sont autant donnés à voir qu'à entendre. Ce ne sont plus eux, comme autrefois, qui maîtrisent la fête. Le jeune mouvement régionaliste, composé de ces notables et d'ecclésiastiques, a pour souci de préserver l'image d'une Bretagne éternelle, mythique, et par là même de contrecarrer l'évolution économique, sociale et culturelle qui se dessine. C'est l'époque où on parle de la vieille Bretagne, du vieux pays de nos aïeux, et où se met en place tout un mythe celtomane, et qui va s'exalter durant tout le XIXe siècle à un point tel, c'est qu'il donnera naissance, au-delà du régionalisme, au séparatisme, à l'autonomisme et au nationalisme. L'Union régionaliste bretonne, les premiers mouvements politiques, s'emparent du biniou comme symbole de la Bretagne, en délaissant tous les autres instruments qui pouvaient exister. Et en même temps que ces concours de biniou se créent les premières fêtes. La plus importante, c'est la fête des Fleurs d'Ajon en 1905 à Pont-Aven avec Botrel. Les grandes fêtes, c'est aussi la fête des Reines de Cornouailles de Quimper. On en trouvera dans toute la Bretagne, de Rennes à Guérande, en passant surtout par la Cornouaille, qui était à la fois un endroit où il y avait de beaux costumes, beaucoup de biniou et beaucoup de touristes. Et pour répondre à la demande, se créent des groupes un peu informels qui seront les futurs cercles celtiques. Pour les citadins, le joueur de biniou devient alors une figure pittoresque, incarnant une culture rurale qui lui est pourtant de plus en plus étrangère. Symbolisant l'identité bretonne, il contribue à forger l'image d'une musique figée, exotique, folklorique. L'ancien patrimoine collectif est devenu un objet de consommation. C'est à ce moment-là qu'on a parlé des biniouseries, alors même que ce terme aurait dû être précisément, si un travail d'évolution et de valorisation avait pu être mené tel que nous l'entendons aujourd'hui, eh bien, on aurait dû être quelque chose de positif. Il serait malséant, à mon avis, de cracher sur ce folklore, entre guillemets, qui a permis quand même de reprendre conscience et de savoir qui nous étions et où nous allions. Le Blunbrug glorifie nos saints fondateurs, nos héros celtes et le peuple breton. Glorifions notre terre bretonne, donnée par Dieu et façonnée par nos aïeux. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Bretagne, les mouvements folkloriques et régionalistes se portent bien et sont particulièrement populaires. Dans le même esprit, l'action du Blunbrug, Fleur de Bruyère, mouvement culturel catholique et traditionnaliste fondé par l'abbé Jean-Marie Perrotte, œuvre depuis 1905 pour offrir l'image de cette Bretagne éternelle et mythique, attachée aux vraies valeurs, celles de la terre et du monde paysan. Le grain doré tombe dans le sillon. Demain, frère, belle sera la moisson. En 1940, cela ne déplaira pas au maréchal Pétain. Pendant l'occupation, en effet, Vichy, pour des raisons idéologiques,
tente d'intégrer ce folklore dans un projet culturel en mythifiant ses valeurs paysannes. Attachement à la terre, artisanat, promotion de la province. Aussi encourage-t-il vivement l'essor des groupes folkloriques qui s'étaient constitués dans l'entre-deux-guerres en milieu urbain. Une fête folklorique bretonne se déroule à Paris dans la cour de l'hôpital Laennec à l'occasion du tricentenaire de la consécration de la chapelle. Au son des binious, bigoudaines et filles de Quimperlé dansent la ridée dans la cour du vieil hôpital qui porte le nom d'un grand breton, le professeur Laennec, inventeur de l'auscultation. Je pense que les Bretons, comme les Auvergnats, les Bourguignons, les Normands, ont chanté « Maréchal, nous voilà », comme 80% des Français à l'époque. Mais vous savez, quand on supprime les valeurs de la République, par quoi les remplace-t-on ? Le folklore retrouve sa dimension folklorique. À la sortie de la guerre, le contexte n'est pas facile pour les militants politiques et culturels bretons. Certains ont collaboré. L'épuration a laissé des traces douloureuses. Ça a fait beaucoup de tort à la musique bretonne et tout ce qui était biniou, tout ce qui était breton était considéré comme Brézatao et puis tout ce qui était Brézatao c'était collaborateur, c'était suspect. C'est ça qu'on nous balançait tout le temps. On oublie les 75%, ou je ne sais pas combien de pourcents de pétinistes il y avait aussi à l'époque. Ça, on fait abstraction de ça. Du moment que quelqu'un parlait breton, portait un chapeau breton, jouait du biniou, il avait tous les vices de la création, il avait tout fait. Bon, j'ai eu le non-lieu pour la cour de justice. C'est déjà ça, je risquais plus de me faire flinguer, parce qu'on en a flingué beaucoup qui n'avaient rien fait de plus que moi, ou peut-être encore moins que moi. Les discussions que j'ai pu avoir avec un juge d'instruction, c'était vraiment à se la prendre et à se la mordre, hein, parce que il me dit, enfin, qui se ressemble, ça semble. Et moi, je ne vais pas aller renier des gens que j'ai fréquentés dans l'Institut celtique, même des gens dans le Parti national breton, où je me suis trouvé 9 mois membre actif du Parti national breton. C'est vrai que j'ai vendu leur bretonne. Et alors, c'est pas un crime ? Tout ça ne nous a pas aidés. Et il va falloir revenir de loin et rendre aux Bretons quelque chose qui avait été accaparé à des fins discutables. Et on va rendre aux Bretons notamment leur musique. Notre pays, sauvé par le travail de ses paysans et de ses ouvriers, montrera au monde son vrai visage, le visage de l'espérance. Sème, paysans, la moisson sera bonne. Nous sommes en 1945 et Tanguy Prigent, le ministre de l'Agriculture, exhorte les paysans bretons à retrousser leurs manches. C'est le temps de la reconstruction. Pour la musique bretonne, c'est aussi le temps de la reconstruction et du renouveau. Car à la veille de la guerre, le vieux couple Biniou-Bombarde n'avait plus vraiment la cote, à l'inverse de la grande cornemuse des Highlands. À la fin des années 40, cette cornemuse écossaise est intronisée bretonne et baptisée Biniou-Braz, Grand Biniou, ou Biniou-Névé, Biniou Nouveau. Elle relègue le Biniou des ancêtres au rang des antiquités. Celui-ci est désormais appelé Biniou-Bihan, Petit Biniou, ou Biniou-Cause, Vieux Biniou. Pour comprendre le raz-de-marée des bagpipes en terre bretonne, il faut remonter au début des années 30, à la création de la KAV, la première association pour la promotion de la cornemuse et de la bombarde, par une petite équipe fréquentant le Cercle celtique de Paris. Le 23 mai 1943 à Rennes, Polygue Monjaret et des amis créent la BAS, l'Assemblée des sonneurs de Bretagne. À l'instar du pipe band écossais, ils inventent le bagad, un orchestre breton composé de bombardes, de cornemuses et de percussions. Ce bagad est en réalité plus qu'un simple ensemble musical. Il doit être le lieu privilégié de la transmission, de la propagation et de l'évolution de la culture bretonne. Il s'agit de former des musiciens qui soient aussi des militants culturels. Le bagad veut être une école de fierté bretonne. Le biniou-cause, c'était le repli sur soi et la personne est obligée de se rapetisser pour en jouer, quoi. Les gens étaient habitués à avoir honte d'être breton, on ne devrait plus avoir honte d'être breton. Le fait de se mettre à jouer de la cornemuse, biniou-braz, en étant plus droit, etc., on reprend aussi de la fierté.
l'apport de cette cornemuse, c'est un combat contre l'envahisseur français, c'est évident à mon sens, quoi. Et le biniou, la bombarde, bon, ça va bien, c'est pour les danseries paysannes et tout, mais un instrument un petit peu sérieux du type cornemuse pour emmener les troupes au combat, c'est quand même un peu mieux. Le petit biniou, ça fait paysan. Allez, employons les termes paysans. C'est le petit biniou, ça fait paysan. La cornemuse écossaise fait martial. Ah, le mot est lâché, martial, le dieu de la guerre. Bon, mais quelle guerre? On en sortait de la guerre. C'est le seul endroit où j'ai vu des vieux matelots, des vieux marins de l'État, là, vous savez, les vieux retraités de la marine, des ponts et chaussées, des phares et balises, qui pleuraient au passage des bagades, au passage de ce boucan atroce. Ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient devant eux une jeunesse qui se tenait droite, qui avait de l'allure, et ils retrouvaient toute une fierté. Être fier d'être breton, c'était de porter un costume propre, et non pas être habillé en cochon, et ne pas se saouler la figure pour rien, et être un digne représentant de la Bretagne. C'était ça pour moi, être fier d'être breton. Je me souviens, moi, du premier sonneur de la BAS qui était très fier en 51 de présenter au festival de Cornouailles, qui était à l'époque Fête de Cornouailles, de présenter pour la première fois un Guenadu. Le porte-drapeau était plus applaudi que les musiciens. Il y a eu ce phénomène inattendu qu'a joué l'adoption de la cornemuse. Aujourd'hui, la Bretagne est unie par la cornemuse en grande partie. Les Bretonnants n'ont jamais considéré que s'il n'y avait pas eu de Pays Gallo, il y a belle lurette qu'on ne parlerait plus breton. C'est eux qui ont fait le tampon entre les envahisseurs et les empoisonneurs et les Bretonnants. À la différence du mouvement folklorique de l'entre-deux-guerres, les bagadous veulent désormais interpréter une musique purement bretonne, collectée auprès des anciens mais soigneusement triée, purifiée, codifiée par le censeur musical Jeff Le Penven. Le rôle de censeur de Jeff, c'était d'exclure ce qui n'était pas breton, vraiment purement breton, et toujours avec ceci dans le crâne, quand un air étranger est interprété, il prend la place d'un air breton. Et il jetait tout ce qui était donc douteux. Alors, il rejetait ça, mais il chiffonnait et jetait au papier. Quand il avait tourné le dos, moi, je reprenais mes affaires et je les gardais quand même. Je n'avais pas passé 5-6 heures à noter une partition, qu'en 3 secondes, il jetait. Je lui ai représenté beaucoup de ces airs qu'il avait rejetés, et là, ou bien il ne s'en souvenait pas de les avoir rejetés, en tout cas, il les acceptait. C'est ça qui est bizarre de sa part. Enfin, je ne lui ai jamais parlé, bien sûr, il aurait été vexé. C'est une musique très lisse, très polissée, où tout le monde joue la même chose en même temps. C'est quand même l'antithèse de la musique un peu sauvage et très libre des sonneurs locaux. On a fait des concours pour les couples. Et les derniers anciens sont venus se frotter aux jeunes nouveaux. Et je verrai encore Auguste Alain de Banalec, mécontent d'un résultat de concours à Quimper, en train de donner des coups de pied dans le mur de la cathédrale, dans le granit, mur de granit de la cathédrale, et sonner l'Internationale. C'était sa manière de protester. En moins de 10 ans, les fondateurs de la BAS ont gagné leur pari. On peut à nouveau entendre du biniou et de la bombarde. Partout naissent des bagadous. La réussite est fantastique. Bientôt, des manifestations comme les fêtes de Cornouailles à Quimper parviennent à rassembler près de 100 000 spectateurs, venus admirer 3 à 4 000 danseurs, chanteurs et musiciens. Le triomphe des sonneurs réunit plus de 1000 joueurs de biniou et de bombarde. À Brest, en 1953, naît le Festival des Cornemuses, qui deviendra en 1971 le Festival interceltique de l'Orient. En 1957,
c'est le championnat de Bretagne des sonneurs de couple qui est créé à Gourin. Je crois qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de musique bretonne s'il n'y avait pas eu la BAS. Si ces gens-là n'avaient pas fait ça, on n'existerait pas. Le bagad, moi, ça a été quand même une grande partie de ma formation. Hein. Là, c'était un truc génial, parce que là, c'est des milliers de jeunes qui, tout d'un coup, sont emmenés, je dirais pas embrigadés, mais emmenés dans la musique et de la culture bretonne. Et donc, c'est quelque chose de fantastique. On est en présence d'un phénomène révolutionnaire, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais il a procédé de manière beaucoup trop puissante à une élimination des caractères forts et identitaires de notre musique qui se traduisait par le chant et la musique de couple, biniou-bombarde, qui a eu du mal à relever la tête et qui a dû s'organiser pour résister en fait, à cette vague de fond révolutionnaire qui allait tout écraser sur son passage. Désormais, cette nouvelle culture populaire bretonne est largement mise en valeur dans les journaux locaux. En 64, quand la télévision régionale arrive, c'est évidemment au son du bagad. Quant à la cornemuse, on la retrouve dans son premier Poisson d'avril. En fait, quel est le nom de cet étrange instrument que vous avez? Ça s'appelle la cornemuse à gaz. Quels sont les avantages de cet instrument? Ça a pas mal d'avantages, vu que le bourdon est quand même assez réduit. Ça permet de passer sous les portes et c'est moins encombrant. Et ça me permet aussi en même temps de chanter, de fumer la cigarette au besoin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de gaz, c'est la panne, je suis obligé d'aller rechanger mes bouteilles. Ken voisker, deis matter. Da gentaol unali, la kin marplich au bouton télé var en eil schaden, ars que denu aves kals braver. Reaner boaz da kemerpers festounons, a war mat piou e an den en eus laket e boan da sevel an abadenu danse endro, a darei joan o c'hoant da fondazan salive da hula regoz chomet ganto diviskerskan. Pa mo lavar e deoc'h eo an deise eus poulaouen, e oe format e momokoms eus lois repars. An avez doch lois repars evit bez ar pod o deus adsavet ar festounoz am euro. Pegoul se o deud ar zonj sa en o pen. Pel zo e deud ar zonj, justu war l'er ar brezel, med musket gret konkourio ken oa deud ar bla espev ar ganterkan. Konkourio de laket en dut den am domet adar e deus ar hannag an diskan. Ja. Pour la musique bretonne, l'autre fait marquant des années 50-60, c'est l'essor des festounoses. Cet essor apporte une nouvelle dimension à l'élan revivaliste de l'après-guerre. En 54, Loïs Ropars dirige le cercle celtique de Poulaouen. Il y organise un concours de cornes à discorde où pour la première fois, les deux chanteurs quittent la danse, s'installent sur un podium et se servent d'un micro. C'est le renouveau du fest-noz. Le premier concours auquel j'ai assisté comme juge, c'était en effet à Poulaouen. Et la chose curieuse, c'est qu'il y a des gens dans la salle qui se sont mis à danser, dans le fond, entre eux, pas beaucoup. La fois suivante, il y en avait un peu plus. Et puis à la fin, c'est toute la salle qui dansait. Et là, on a viré la crêpe, on a changé la formule. Au lieu de rentrer et de payer pour rentrer écouter un concours de cornes à discorde, on rentrait pour danser. Apenas klein war festnoz on net du stu. Dat is toen laket de zansal de gento. Hag de kanan, ziski kanan, ziski op. Cette musique traditionnelle était toujours dans les mémoires. Et il a suffi d'aller chercher, comme ça a été le cas pour le cornes à discorde, des gens qui en avaient déjà la connaissance profonde pour remettre en scène cette musique. Pour la première fois,
il apparaît possible de réintégrer une partie de l'héritage culturel dans la vie quotidienne de la jeune société urbaine bretonne. On est loin des fêtes et des spectacles folkloriques. Après la Haute-Cornouaille, ces festounos gagnent la ville. À Quimper en 58, où a lieu le premier fest-noz urbain, et aux fêtes de Cornouailles en 64. Ce qui est très intéressant dans cette vague, que j'appelle la vague Gros Pars, si vous permettez, c'est qu'elle a eu une ampleur et une induction absolument phénoménale qui s'est traduite par l'appropriation collective et populaire de ce qui était jusqu'à ce moment-là, depuis le début du siècle, l'apanage des autorités culturelles et politiques. Aux approches des années 70, ces festounos deviennent une véritable mode. La Bretagne est en effervescence, et ces bals provoquent un engouement populaire massif qui dépasse les limites du pays. Ils prennent alors une dimension politique liée à la revendication culturelle régionale. C'est l'occasion de s'affirmer breton. C'est ainsi que la musique bretonne entre de plein pied dans l'après 68 et ses revendications sociales, politiques, écologiques, identitaires. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la son. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Au cœur de cette contestation de la société, un second revivalisme est en vue. Nous sommes en 69 et la télévision nationale pressent le phénomène en rendant ici visite aux sœurs Guadec. Ici, à Kervaton, la récolte des pommes de terre est terminée. Mesdames, vous êtes en train de prendre votre repas du soir. Maintenant, tout à l'heure, je crois, vous vous rendez à un fest-noz. Oui. C'est loin d'ici? Oh non, pas tellement. À combien à peu près? Oh, 1 kilomètre. 1 kilomètre, À pas peu plus. près, oui. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce fest-noz? Ben, on va danser, puis on va chanter. Ça dure longtemps? On fait presque toute la nuit, des fois. Presque toute la nuit. Vous n'êtes pas fatigué après une journée de travail? Non, même quand on est fatigué, on chante quand même. Ça défatigue. Ça défatigue. Ceux qui chantent, c'est surtout les vieux. Ah oui, oui. Les jeunes? Les jeunes commencent à faire aussi maintenant, à la fin de la fest-noz, quoi. Oui. Oui, allez, comment on dit? Je sais pas, comment on dit? Pas dit, la pousse-noz. Les oiseaux de nuit, je crois bien qu'on a nommé un tas de jeunes gens là. Bon, on va débarrasser la table et puis on va se préparer pour la fest-noz. Allez, vas-y là. Puisque nous sommes admis dans ce cercle, allons en commun de la simple habitation au rendez-vous joyeux à la mairie.